Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, nouveau venu dans le paysage politique sénégalais, le député Modou Diagne Fada vient de lancer son propre parti dénommé Yeesal, les démocrates réformateurs. Cette fois, c'est fait. Les Comoriens connaissent désormais le nom de leur nouveau président. Il s'agit du colonel Azali Assoumani, déclaré vainqueur avec 41,43% des voix. Et puis la lutte contre Boko Haram était au centre des préoccupations lors du sommet sur la sécurité qui s'est tenu ce 14 mai à Abuja, au Nigeria, compte rendu dans ce journal. Modou Diagne Fada tourne définitivement le dos au PDS, Parti démocratique sénégalais. L'ancien ministre sous le régime d'Abdoulaye Wade vient en effet de créer sa propre formation politique. Il s'agit du parti Yeesal, dit des démocrates réformateurs. Explication avec Birama Saounera. Au Sénégal, le nouveau parti des réformateurs démocrates veut se positionner sur l'échiquier politique national. L'un des objectifs majeurs de cette formation politique est d'aller à la conquête des suffrages des Sénégalais lors des prochaines élections. Pour ce faire, elle peaufine sa stratégie pour les législatives qui se tiendront en 2017. Nous sommes un parti dans l'opposition. Nous n'avons pas créé un parti pour rester dans l'opposition. Nous ne sommes pas un parti d'opposition, nous sommes un parti dans l'opposition. Et nous allons travailler lors des prochaines élections législatives, à avoir la majorité et à imposer la cohabitation au président Macky Sall. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés et nous allons nous battre pour atteindre cet objectif. Le Parti des démocrates réformateurs a été porté sur les fonds baptismaux le 7 mai 2016, quelques mois après l'exclusion de Modou Diagne Fada du PDS, Parti démocratique sénégalais, en octobre 2015. Connu pour ses attitudes de frondeur, l'ancien ministre de Santé sous le régime du président Abdoulaye Wade compte désormais prendre son avenir politique en main, d'où la création de cette formation politique. Aujourd'hui, du fait qu'il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus de perspective dans le cadre du Parti démocratique sénégalais, nous sommes des jeunes, nous sommes ambitieux, nous ne pouvons pas croiser les bras et laisser notre avenir entre les mains d'une personne ou entre les mains d'un organisme pour nous qui ne vit plus, ou alors qui essaye en tout cas de bloquer les autres générations, qui essayent de bloquer l'avenir. Le moment est venu pour nous de prendre nos responsabilités, de prendre notre destin en main et de nous adresser au peuple sénégalais seul, souverain, en ce qui concerne la répartition des suffrages électoraux. Modou Diagne Fada est élu député sur les listes du PDS, sa formation politique initiale. D'ailleurs, il occupe depuis 2012 le poste de président du groupe parlementaire, les libéraux et démocrates à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la question qui se pose est celle de savoir si Modou Diagne Fada continuera de diriger ce groupe à l'Assemblée nationale après la création de son parti. Azali Assoumani rempile à la tête des Comores. Selon les résultats définitifs annoncés ce dimanche par la Cour constitutionnelle, l'ancien putschiste et chef d'État de 1999 à 2006 a remporté la présidentielle avec 41,43% des voix. Mohamed Ali Sohili, candidat du parti au pouvoir sortant, arrive second avec 39,66% des suffrages. On écoute la réaction de l'un des soutiens du nouveau président comorien, Abdou Katibou. C'est une victoire du peuple comorien et surtout c'est la démocratie comorienne qui a gagné. C'est aussi un message fort adressé par le peuple comorien au président africain qui essaie de s'éterniser au pouvoir. Cependant, les défis qui attendent de nouveaux présidents Azali sont titanesques et les aspirations des Comoriens sont incommensurables. Mais les Comoriens sont conscients que, au vu de l'expérience du président Azali, celui-ci pourrait relever les défis qui l'attendent et pourrait donner espoir aux milliers de jeunes Comoriens qui sont sans emploi. Et notez que la dernière étape de ce processus électoral aura lieu le 26 mai prochain aux Comores avec l'investiture du nouveau président. Comment mettre Boko Haram hors d'état de nuire? Cette problématique a fait l'objet d'un sommet le 14 mai 2016 à Abuja, au Nigeria, en présence des chefs d'État du Gabon, du Bénin, du Cameroun, du Tchad et du Niger, ainsi que des représentants de l'Union européenne et de la CEDEAO. Bilan et conclusion avec Déo Gracias Podon.
Le Nigeria a abrité samedi 14 mai 2016 un sommet international sur la sécurité réunissant plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'ailleurs, avec pour principal objectif de tenter de mettre fin à l'insurrection islamiste de Boko Haram. Les leaders mondiaux ont une nouvelle fois évalué les progrès réalisés ces dernières années dans le cadre de la lutte contre le groupe islamiste. Depuis l'arrivée du président Muhammadu Buhari à la tête du Nigeria, son armée, soutenue par celle des pays voisins, notamment celle du Cameroun, a multiplié les offensives militaires, pour la plupart soldées par des victoires. La coopération entre les pays de la zone de front a permis d'enrayer les attaques de Boko Haram et de neutraliser sa capacité offensive. L'organisation terroriste en est réduite aujourd'hui à des attentats suicides qui sont en quelque sorte l'arme des faibles et des lâches. Pour mieux faire face à la menace terroriste, les chefs d'État africains insistent sur la nécessité de coordonner davantage leurs actions et de mettre en place de nouvelles stratégies. Ils envisagent de maintenir et de développer la coopération militaire, mettre l'accent sur l'amélioration du cadre de vie des populations et d'investir dans la sensibilisation. Il est également prévu la mobilisation d'une force militaire de 8500 hommes des 5 pays concernés par la menace, une force attendue depuis juillet 2015. Seule une action concertée, multiforme et à long terme pourrait aider à combattre le terrorisme de façon durable et efficace. La lutte contre le terrorisme doit davantage intégrer la dimension préventive permettant d'anticiper sur les menaces. Nous devons aussi davantage travailler sur des solutions à long terme. Cela passe par le soutien à l'éducation, à la formation, à l'emploi et aux activités génératrices de revenus pour faire reculer l'ignorance et donner à la jeunesse les raisons d'espérer. Entre 2009 et 2016, les actions du groupe islamiste Boko Haram ont coûté la vie à plus de 20 000 personnes en Afrique subsaharienne et occasionné le déplacement de près de 3 millions de personnes. Selon de récentes estimations, plus de 4 millions de personnes, dont 300 000 enfants, sont en situation d'insécurité alimentaire dans les zones concernées par la menace. Et sachez que dès ce lundi jusqu'au vendredi 20 mai, Africa 24 vous propose une émission spéciale en direct de Yaoundé consacrée aux opportunités d'investissement au Cameroun. Un rendez-vous économique présenté par Thierry Ngongan qui vous fera découvrir tous les soirs à partir de 19h30 GMT les potentialités économiques de ce pays d'Afrique centrale. Se replonger dans le Niger d'antan est désormais possible grâce à une exposition de photographie prévue jusqu'au 23 mai au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. Une exposition qui dévoile un art rupestre d'une qualité exceptionnelle. Immersion dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Ouvrir le Niger d'il y a plusieurs années, au moment où le Sahara était verdoyant, est possible grâce à une exposition de photographie présentée du 10 au 23 mai 2016 au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. Le Niger dispose d'un art rupestre d'une qualité exceptionnelle. L'association Anigouran, une structure de la société civile nigérienne, œuvrant dans le domaine des arts rupestres, entend le faire découvrir. Voilà un pays qui a plus de 200 000 gravures et peintures rupestres. Presque toutes méconnues des Nigériens. On a des sites qui sont connus dans le monde entier. On a par exemple les girafes de Dabous qui sont connues aux États-Unis, qui sont connues en Angleterre, mais que beaucoup de Nigériens ne connaissent pas. Le Niger dispose de centaines de gravures réparties essentiellement dans les montagnes de l'Aïr, dans la région d'Agadez au nord du pays, dans le massif du Djado, à la frontière algérienne et libyenne, mais aussi sur la vallée du fleuve Niger. Ces gravures représentent essentiellement toutes les sortes d'animaux, mais aussi des hommes et des scènes de chasse photographiées ces 20 dernières années sur les sites. J'ai aimé la photo là-bas des girafes, la grande taille de la girafe et la petite, avec les hommes qui tiraient, ça m'a beaucoup plu, parce que c'est très grand, c'est comme la vraie taille de la girafe, c'est vraiment joli, c'est magnifique. Quand vous regardez ces dessins, vous avez partout des animaux, des scènes de chasse, des scènes de vie. Le Sahara actuel, le désert actuel était vert et humide à l'époque. Et voilà des informations. Il y avait de la mythologie, des croyances à l'époque. Il y a plein d'informations que nous donne cet art sur les hommes qui nous ont précédés, sur nos ancêtres. Venez découvrir l'art rupestre nigérien, venez découvrir notre identité culturelle.
L'association Anigouran, organisatrice de cette exposition, se propose ainsi de renouer le lien entre les Nigériens et leur patrimoine rupestre. Un patrimoine d'une centaine de milliers de gravures menacé par l'homme et l'environnement est présenté en photographie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.